que réussir seul est absolument difficile dans ce monde. Et que nous devons apprendre, tous jeunes, petits, grands hommes d'affaires, à mettre ensemble de nos énergies. Parce que l'intelligence collective, c'est tout ce qui va permettre de gagner. Donc, si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais fait que mon entreprise ait même 2 à 3 000 associés. Moi, ça ne me gêne pas. Ce qui est important, c'est de construire quelque chose de durable. Je ne souhaite pas que mon départ de cette terre sonne le bois de ce que j'ai créé. Il n'y a que dans le dictionnaire que succès réussit bien avant le travail. Dans la vie réelle, vous bossez, vous travaillez, vous êtes humble, vous êtes endurant et le fruit de votre travail vous donne de l'argent. Et quand vous aurez effectivement travaillé et bien travaillé, vous n'aurez même plus besoin d'argent, mais l'argent va vous courir après. Aujourd'hui, nous recevons sur cette chaîne un monsieur extraordinaire. C'est un entrepreneur, un homme d'affaires, un homme qui marque sa génération au Cameroun. Il s'agit de monsieur Dieudonné Thiès, qui est le DG de Panes Group. Bonjour monsieur Dieudonné. Bonjour Marc. Merci d'avoir accepté notre invitation de passer sur MC Business TV. Merci, le plaisir c'est le mien. Et ça me fait vraiment chaud au cœur d'intervenir, de parler avec l'auditoire pendant cette émission. Alors, vous êtes le DG de Panes Group et au Cameroun et dans la sous-région, on parle beaucoup de ce groupe dans le leadership. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos activités, s'il vous plaît? Alors, Panes Group, c'est une entreprise ou un groupe d'entreprises créé dans les années 94. En fait, j'étais étudiant. J'étais encore sur les bancs à l'université. Donc, je me rappelle qu'en 90, j'avais fini mon BTS à l'université de Douala. En fait, c'était encore centre universitaire de Douala. Okay. Et immédiatement, quand je suis sorti chercher l'emploi ce jour-là, j'ai eu 2 emplois le même jour. Wow. Bon, j'ai choisi de continuer là où j'avais fait mon stage académique. Mais j'avais toujours le désir de transmettre. Je sentais que mon destin était vers aider les autres à s'élever. C'est pour ça qu'un beau jour, j'ai fait le concours d'entrée à l'INSET. L'INSET qui est l'école normale. Qui forme les... Justement pour qu'on me forme comme transmetteur, comme enseignant. Okay. Enseignant certifié des lycées. Très bien. Et dans ma perspective, je voyais qu'un enseignant a un peu du temps. Donc j'allais en même temps enseigner, mais en même temps écrire des livres. C'est pour ça que je suis allé à l'INSET. Okay. Il faut dire que quand on arrive à l'INSET, 2 années plus tard, on a la première baisse de salaire du Cameroun. À cette époque-là. Et je me rappelle en 4e année, il y a eu la seconde baisse. Mais avant ça, j'avais déjà des relents d'investisseurs. Parce que ma première boutique volante et ambulante, c'est quand je faisais le cours élémentaire 2. En fait, c'était une boîte de bonbons à Colisée. J'achetais, je revendais. Okay. Après, c'était le chewing-gum photo, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque. J'achetais, je vendais, je gagnais de l'argent. Ce qui me permettait par ailleurs de payer une partie de ma scolarité. Parce qu'il faut dire que je ne suis pas d'une famille qui était très aisée. Okay. Et je me rappelle déjà qu'en 6e, non seulement je payais une partie de ma scolarité, mais je payais aussi celle de 2 cousins. Et c'est comme ça que jusqu'à l'université, j'avais déjà une certaine indépendance. Et je fais d'autres activités. Donc, quand à l'INSET, on fait la seconde baisse de salaire, et que mon salaire que j'allais percevoir à la sortie était inférieur à celui que je percevais il y a 4 ans. C'est-à-dire quand j'avais le BTS. Okay. Je me suis dit, on ne peut pas reculer tant pour sauter si près. Et j'ai dit, autant me lancer directement à ma passion, puisque le président de la République à l'époque avait demandé à chaque fonctionnaire de se créer une plantation. Okay. J'ai dit, mais quelle belle ouverture. Or, la plantation, c'était un symbole.
Ça voulait dire créer une autre activité qui ne nuise pas à celle de l'enseignement, mais qui contribue à améliorer les performances du pays. C'est comme ça que j'ai créé ma plantation, qui était donc Panes, et que j'ai lancé. Mais vous allez un peu vite, il faut qu'on puisse comprendre. Oui. Donc, vous avez fait la formation à l'INSEC, vous avez fini votre formation, vous avez commencé à travailler. Comment ça se passe pour que vous vous retrouvez dans Panes? Et vous avez vraiment travaillé en tant qu'enseignant? Je n'ai même pas travaillé. J'ai fini mon BTS, j'ai travaillé. Ok. Et je me rendais compte que le travail m'occupait trop dans le bureau, à tel point que je n'allais pas réaliser ma vision. Ok. C'est comme ça que je rentre à l'INSET, dans le but d'embrasser une filière dans laquelle je transmets effectivement, parce que c'est ma passion. Ça a toujours été de donner aux autres. Très bien. Et ça devait en même temps me permettre d'écrire des livres, c'est ce que je vous disais. Donc, à l'époque, vous avez déjà la vision d'écrire. Oui, d'écrire, la vision d'investir, puisque j'étais déjà un petit opérateur économique, même étant à l'école. Moi, j'achetais des livres partout, je vendais à mes camarades de classe, donc j'avais mon petit business. Hein. Très bien. J'ai même été directeur opérationnel d'une entreprise, directeur de communication, pendant que j'étais étudiant. Chose très rare chez nous, hein. Donc je fouillais partout. Et vous voyez, quand j'allais à l'INSET, j'avais un bagage technique suffisant, un BTS. Quand vous arrivez à l'INSET, vous n'avez plus de technique à apprendre à côté de ceux qui viennent de la terminale avec le baccalauréat. Donc j'avais tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me dégageait donc ce temps-là pour pouvoir réfléchir, faire mon business. Et quand je me suis rendu compte que la baisse de salaire a été celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire que je devais sortir en 5e année, toucher moins d'argent que lorsque j'avais un BTS il y a 5 ans. Et je me suis rendu compte que je ne peux pas me réaliser avec ce niveau de salaire. Et un autre facteur important, c'est que je m'étais même marié en 3e année, étant étudiant. À quel âge, s'il vous plaît? J'avais 24 ans. Donc, en fait, quand je suis tombé sur ma chère moitié, je me suis rendu compte à un moment donné que si je ne prenais pas mes responsabilités, je la perdais. J'avais déjà fait 7 ans avec elle, je la connaissais assez bien. C'était pas facile au début. Et je me suis dit, gars, si tu dois recommencer, trouver une autre, te mettre à batailler pour que après 7 ans, ce ne sera pas certain. Parce que quand j'étais étudiant, j'avais plus de temps. Et quand j'ai commencé à rêver aux affaires, je me rendais compte que j'aurais moins de temps pour m'occuper de quelqu'un. Or, elle me comprenait des dates, donc j'ai choisi de me marier. Très bien. Et de continuer. Donc, vous voyez, donc, je ne pouvais pas me permettre de m'aventurer dans la vie avec un salaire qui ne me permettrait pas, de réaliser mes rêves, de gérer ma famille, d'aider les gens qui sont autour de moi et d'accompagner des pays. Parce que même quand j'étais étudiant, je vous ai dit, je payais la soirée à certains de mes cousins. C'est pour ça que, donc en 4e année, je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais c'était quelque chose de simple. Il y avait 2 éléments qui m'ont motivé. Premier élément, les étudiants de l'école normale et de l'université en général avaient des mémoires à faire. Et ils allaient payer en ville, on faisait des mémoires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 650 000 pour créer mon entreprise. Et d'où venaient ces 650 000? Puisque je faisais du business avant. Donc, vous avez épargné? Oui, j'ai épargné. Avec des tontines ou bien juste avec des micros? Vraiment, j'ai juste épargné. Ok. Il faut aussi rappeler que quand j'étais déjà en 4e année, j'étais déjà consultant aussi. Donc, j'ai fait des missions à la Sonara dans un certain nombre d'entreprises et ça m'a permis de consolider mon petit pactole de 650 000 que je voulais mettre dedans. Mais j'avais un autre 650 000 que j'avais gardé à côté comme étant une bouée de sauvetage pour ma famille. Donc, je me disais, si les 650 000 finissent, j'ai quand même de quoi entretenir ma famille en attendant. C'est comme ça que je lance mon entreprise en allant vers un ami qui avait une unité centrale d'ordinateur. Moi, j'ai acheté un photocopieur, une imprimante, l'écran. Et je suis allé vers quelqu'un d'autre qui était très critique et très rigoureux en matière de gestion. Et je lui ai demandé de s'associer à nous et de faire la comptabilité. Parce que voyant un peu comment mon tuteur et ses amis n'avaient pas beaucoup avancé du fait qu'ils n'aimaient pas la critique, ils n'aimaient pas qu'on les contredise,
je me suis rendu compte que c'est un des problèmes que nous avons. La pensée unique. Elle n'est pas bonne quand on veut investir. Il faut apprendre à écouter les autres. Il faut apprendre à se soumettre à la critique des autres. C'est pour ça que j'ai préféré qu'il soit partenaire avec moi. Il a donc accepté d'être dans l'entreprise. Donc, on a lancé l'entreprise à 3. C'est comme ça qu'on commence donc à faire des traitements de texte. Excusez-moi, mais quand vous lancez cette entreprise, je veux vraiment savoir, est-ce que vous avez signé des documents? Parce qu'aujourd'hui, on a souvent ce problème, on s'associe pour créer une entreprise et ensuite, il y a des problèmes qui rentrent dans le groupe. Est-ce que vous avez signé un document pour éviter ce genre de situation? En fait, le document a été signé plus tard. Plus tard? Oui. Ok. Vous voyez, le document a été signé plus tard. Je crois que c'est après 1 an. On s'est assis pour dire, OK, faisons le point de ce que chacun a apporté. On a donc fait le point, tu as apporté ceci, ceci, cela. Ça a permis qu'on crée un document, mais c'était une entreprise individuelle. Ça s'appelait PEB, Panafrique Électro-Bureautique. Vous avez enregistré directement? Oui, en tant qu'entreprise individuelle. Au nom de... De titre, c'est moi. Ok, parfait. PANES, c'est Panafrique Électro-Bureautique. Très bien. Alors, il faut remarquer que presque tout ce que je fais, ça s'appelle Panafrique. Oui. Ou PANES quelque part. Parce que je suis foncièrement panafricain. Je pense que l'intelligence collective est importante et que les Africains ont suffisamment de répondants et qu'il y a peut-être quelque chose qui manque. Et cette chose-là, il faut que nous la trouvons. Parce que l'Afrique ne peut pas se permettre de dépanner le monde sans se dépanner lui-même, d'enrichir les autres sans s'enrichir. Très bien. Donc, vous créez l'entreprise et qu'est-ce qui se passe plus tard? Vous restez enseignant ou bien étudiant et entrepreneur ou à un moment donné, vous décidez de claquer la porte aux études? Donc, je suis en 4e année quand je crée l'entreprise. J'arrive en 5e année, naturellement, il me faut sortir. Voilà. Et j'avoue que c'était très compliqué parce que mon directeur, ayant appris que j'avais une entreprise, m'a dit ceci: Monsieur Tietsi, vous avez ambitionné plus que votre part. Et il m'a dit, quand vous me voyez à cet âge en train de croupir sous la craie, qu'est-ce que ça vous fait penser qu'on va vous laisser partir comme ça? De toute façon, vous n'allez jamais avoir un diplôme dans mon corps. Wow. Donc, quand on a affiché les noms pour faire la soutenance, il est venu marquer mon nom en rouge et il a mis en face me voir. Quand je suis dans l'arrivée et je l'ai vu, il m'a simplement dit d'oublier que je serai un diplômé, d'oublier que je serai un enseignant. Bon, on a quand même fait 2 mois de bataille. À un moment donné, tous les autres enseignants se sont légués contre lui et il était obligé de me laisser soutenir. Wow. Néanmoins, on m'a dit qu'il aurait accompagné mon dossier à Yaoundé avec un gros rapport pour dire que je suis très peu recommandable. Et c'est comme ça que je fus affecté à Yagoua. Je voulais vraiment enseigner. Si j'avais été affecté dans une zone plus proche qui me permettait de contrôler mon business, qui avait déjà 4 employés, je payais 310 000 de salaire. Je ne me payais pas encore. Mes associés, on ne se payait pas. Mes emplois avaient 310 000. De salaire? De salaire. Oh, quitter, aller à Yagoua pour toucher 92 000. Abandonner ces gens qui m'avaient fait confiance, et mes associés et mes employés, j'avais trouvé que le risque était très élevé et que ce n'était pas honnête. J'avais trouvé que je ne pouvais pas servir mon pays avec beaucoup d'enthousiasme et c'est pour ça que j'ai décidé de retourner, de démissionner de la fonction publique tout simplement et de me lancer corps et âme dans l'entreprise. Sans avoir pris service? J'ai pris service et j'ai expliqué au directeur de ne pas compter sur moi. Et on s'est bien compris. C'était très courageux. C'est comme ça que plus tard, il s'est battu pour qu'on m'affecte à Loum, à côté. Mais ça c'est arrivé en 1997, je crois bien. Alors que j'étais, non, en 98, alors que j'étais sorti en 96, il était trop tard. Donc, ce que je suis allé faire à Loum, je leur ai offert quelques machines. Parce que quand j'ai regardé les salles de dactylographie, ça ne ressemblait à rien. Donc, j'ai offert quelques éléments et j'ai continué. Bien, donc, c'est comme ça que j'ai mis la fonction publique entre parenthèses, mais j'ai continué à servir mon pays
Très bien. Parce que de la petite bureautique que je faisais en 4e année, en 5e année, j'avais constaté autre chose. Comme j'avais été un peu consultant avant, je m'étais rendu compte que les entreprises avaient énormément de problèmes. Et les professeurs d'université qui m'enseignaient avaient des solutions. Sauf que les solutions qu'ils avaient n'étaient pas converties en langage et en solutions applicables aux entreprises. Et comme j'avais été petit homme d'affaires depuis, et comme entre-temps j'avais même travaillé dans une entreprise en étant étudiant, c'était gérer une sorte de cabaret, et j'étais directeur des relations publiques dans cette entreprise, en fait responsable des relations publiques. Je savais donc comment on pouvait traduire les solutions universitaires en outils adaptés aux entreprises. J'ai donc créé cet autre département conseil dans le cabinet qui faisait la bureautique. Et certains de mes professeurs d'université étaient donc mes consultants. Donc, vous êtes placé un peu comme un middleman qui va aider les professeurs à joindre les entreprises. À trouver solution à leurs problèmes. Okay. Voilà comment j'ai engagé et voilà comment on a fait la première migration de l'entreprise qui est passée de Panafrique électrobureautique à PANES, Panafrique Engineering en service. Et ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 1996. Wow. Qui est le nom qui reste aujourd'hui. Voilà, globalement. Très bien. Bien, donc après ça, on est maintenant allé en profondeur dans tout ce qui était prestation de formation. Donc, je faisais du conseil et de la formation. Toujours en compagnie de mes professeurs. Et j'avais pris la résolution de tout écrire. C'est-à-dire que quand j'ai un intervenant, je préfère qu'il me permette de préparer les cours. Ce n'est pas lui qui prépare. Il vient plutôt valider les cours. Et ça me permet donc de lire et d'apprendre en profondeur. C'est pour ça qu'au bout du compte, les gens disent, en fait, ils ne savent même plus de quel profil je suis. Parce qu'entre ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris sur le terrain, en écrivant des contenus, et ce que j'ai appris auprès des chefs d'entreprise, en les conseillant, en les coachant, et ce que je suis devenu aujourd'hui, il y a quand même une grande marge. Wow. Mais je crois que c'était vraiment très intelligent de développer cette stratégie où vous copiez tout, vous maîtrisez tout et la personne vient juste transmettre la connaissance. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à prendre une décision pareille? Ça a dû être beaucoup de travail, mais vous avez insisté. Quoi? Alors, vous parlez de travail et je vais vous en parler. Donc, en 1995, j'ai mon cousin qui est aujourd'hui associé de l'entreprise qui me retrouve. Madame, nous on travaillait sans repos. Et je me rappelle une fois, le coq a chanté et nous avons cru qu'il était encore minuit alors qu'il était 5 heures, pour dire la force de travail qu'on avait. Et quand on a donné naissance à ma première fille, j'ai retrouvé ma femme à l'hôpital et je suis retourné à la maison 2 jours plus tard. Mais on se comprenait bien parce que j'avais vraiment des choses à faire. Pour dire, on n'avait pas d'argent, mais le principal atout qu'on avait, c'était la foi, c'était l'espoir et c'était surtout la force de travail. C'était sans repos. Je pense que le succès, il intervient après le travail. Je dis souvent aux étudiants ou aux participants à mes séminaires, il n'y a que dans le dictionnaire que succès réussit bien avant le travail. Dans la vie normale, on travaille. Et ensuite, le succès arrive, quoi. Ok. Aujourd'hui, Monsieur Dieudonné, vous avez investi dans PANES, qui est devenu une référence aujourd'hui dans la formation au leadership pour entreprises. Vous avez également d'autres investissements. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces investissements? Bien. Donc, PANES aujourd'hui, c'est un groupe qui a évolué. Donc, dans le même groupe, aujourd'hui, on a une entreprise qui fait de l'informatique. C'est tout ce qui est prestation de matériel, d'infrastructure, de solutions, puisque nous développons aussi des logiciels. Et on a d'ailleurs un logiciel propre à PANES qui est
spécialisé dans le domaine des ressources humaines. En dehors de ça, nous avons 2 instituts universitaires, dont l'un à Douala et l'autre à Yaoundé. Non, celui de Yaoundé, ça s'appelle IHTM, et celui de Douala, c'est PIST. Alors, dans quelle optique nous avons créé cela? C'est simplement que dans nos activités de formation et de conseil, on se rend bien compte qu'il y a une sorte d'inadéquation entre les besoins des entreprises en termes de compétences et les qualités des personnes qui partent de l'école. On a une politique et des pratiques éducatives universitaires qui ne sont pas conformes aux besoins de l'université. Enfin, on ne répond pas aux besoins des entreprises. Donc, en créant ces 2 instituts-là, je tiens aujourd'hui à marquer un nouveau départ. Je tiens à démontrer qu'il est possible d'avoir une école de formation supérieure qui est très collée aux besoins de l'entreprise d'aujourd'hui, mais en anticipant aussi pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle on est en train de se battre pour que les formations de type BTS, qui sont trop cadrées, d'ici 2 années qu'on n'en fasse plus, et qu'on rentre dans les cycles LMD avec les licences, qui vous donnent une marge de flexibilité pour concevoir des contenus qui s'adaptent aux besoins du marché. Parfait. Ça, c'est la 3e entreprise du groupe. Bon, on a à côté de ça 2 autres structures qui ne sont pas dans le domaine du conseil. Donc, on a une entreprise apparentée qui s'appelle Zati Construction. Très bien. Et qui, justement, ambitionne de devenir une entreprise bâtisseuse. Donc, on est à 10 années d'existence. Ça fait de belles performances. Et on pense que d'ici 3 à 4 années, on pourra être cité parmi les entreprises qui construisent l'Afrique. Très bien. Bon, alors, il faut tout dire. Alors, Bien sûr, ça, bon, on a quand même aussi autre chose. Oui. Bon, en fait, ça part d'un constat. Je me suis dit, dans le secteur du conseil, ça tient malgré la crise parce qu'on crée de la valeur. Par contre, vous voyez une entreprise comme Zati Construction qui fait de l'achat et de la vente a beaucoup de problèmes de temps en temps. Parce qu'en fait, on n'apporte aucune valeur ajoutée. Vous achetez, vous détaillez, ça peut donner de l'argent, mais c'est extrêmement sensible et c'est pas périn. Et vous ne pouvez pas être fier d'avoir apporté quelque chose. Moi, personnellement, je suis quelqu'un dont la fierté découle de ce qu'il réalise, de ce que je fabrique, de ce que je produis. Je pense que pour moi, c'est plus gratifiant que l'argent. D'ailleurs, moi, j'ai besoin de très peu d'argent pour vivre. Donc, ce n'est pas l'argent qui me fait courir. Ce qui me fait courir, c'est le désir de laisser quelque chose. C'est le désir d'apporter du sourire à quelqu'un en face. Donc, c'est fort de cela que je me suis dit, il faut que je trouve un secteur dans lequel je peux investir, créer de la valeur qui soit à l'abri des fluctuations du marché international. Et je suis donc allé dans l'agriculture. Et depuis 4 années, j'ai mis en place une plantation avec une petite usine à côté qui s'occupe de prendre la noix de coco et de transformer, de tout récupérer. Je voulais faire une expérience d'agro-industrie en Afrique parce que je ne comprends pas pourquoi l'Afrique a, je pense qu'on a les superficies arables les plus étendues du monde, les plus fertiles également, mais il faut regarder que dans l'agro-industrie, on n'est pas très avancé. Donc j'ai voulu commencer cette petite aventure et ça m'a fait voir beaucoup de choses. Donc de l'autre côté, j'ai une ferme, j'ai fait du porc, j'ai fait du lapin. Et là également, j'ambitionne avec mes associés à la plantation, d'ici 3 années, d'être le plus grand producteur de lapin, parce que c'est une bonne viande. Et je voulais qu'on en arrive à faire des saucissons de lapin dans une petite industrie qu'on aura créée, pour qu'on puisse démontrer aux jeunes que c'est vraiment possible. Et qu'on puisse léguer quelque chose qui permette à ce jeune-là de ne pas commencer là où nous on a commencé. Donc voilà brièvement présenter le groupe. On a d'autres projets
dans la poche, mais il faut déjà que Covid débarrasse le plancher pour nous permettre de réfléchir. Certainement. Alors, Monsieur Dieudonné, quand vous parlez de tout cela, j'ai une question que j'aimerais vraiment vous demander. Ça veut dire que vous êtes un homme très occupé. Vous êtes aussi un père de famille. Oui. Et comment est-ce que vous faites pour gérer l'entrepreneuriat et la vie de famille? Bon, il faut aussi savoir qu'on a une filiale au Gabon et en Côte d'Ivoire Voilà. de Panes. Donc, vous avez une multinationale à gérer. Bon, je n'aime pas dire comme ça parce que j'estime qu'une multinationale doit être plus consistante. C'est pour ça que je ne m'appelle pas président. Les gens ont dit non, c'est PDG. Je dis non. Les PDG, c'est les gens qui ont tellement gagné de l'argent qu'ils ont dépensé. Donc, pour le moment, je suis directeur d'un petit groupe qui va certainement grandir. Très modeste. Et un jour, je deviendrai président quand je verrai que j'ai le mérite d'un président. Wow. Très bien. Voilà. Alors, vous avez demandé comment je parviens à m'organiser. Alors, je vais vous dire quelle est ma conviction et à peu près le secret pas de la réussite, peut-être de l'endurance et de la pérennité. Parce que je sais que beaucoup de gens réussissent, mais comment en 10 années, il y en a qui ont fait 10 fois ce que j'ai fait. Ce n'est pas pour simplifier mon parcours. Je suis nettement plus avancé par rapport à l'endroit où j'étais en 1995. Exactement. Mais ça ne dépend pas d'avoir une grosse tête là-dessus. Donc, je voulais dire que l'un des premiers secrets, c'est la confiance en l'autre et le partenariat. Les alliances stratégiques. Vous avez compris que dès le premier jour, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis fait associer les gens. Exactement. Et c'est contraire à ce que nos jeunes, nos parents ont l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon tuteur rester enfermé dans sa boutique, refuser des partenariats. J'ai vu ses amis prendre des partenariats à côté. Et aujourd'hui ou hier, étaient des très grands hommes d'affaires. Et je peux vous dire que M. Foto Victor était l'ami de mon père. Je peux dire que M. Nouchongwen, paix à leur âme, était l'ami de mon tuteur. C'est mon tuteur que j'appelle mon père. C'est les amis de mon tuteur. Il me souvient même qu'à un moment donné, certains ont gardé leur argent dans nos coffres forts en passant. Quand ils passaient par Bafoussam. Donc, ils étaient des très grands amis. Mais ils ont eu très rapidement une politique d'ouverture, d'alliance stratégique, de prise de risque. Bon, ça n'a pas été le cas pour mon tuteur qui était un fils de chef et qui n'avait pas compris que le monde avait changé. Donc, quand j'ai commencé mes affaires, je suis parti de lui comme contre-exemple pour dire fais attention. Si tu ne t'ouvres pas à la critique, en prenant des gens qui, comme toi dans l'entreprise, seront capables de te dire que tu fais mal et que tu dois changer, en fait, tu pourras ne pas réussir. Donc, c'est pour cela que moi, la première stratégie, c'est de savoir s'associer pour partager les mêmes défis, les mêmes difficultés, les mêmes craintes et le même succès avec les autres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément important, c'est l'ascendance vis-à-vis de l'argent. Il faut être au-dessus de l'argent. L'argent n'est pas l'unique facteur de réussite. C'est un facteur déterminant. Mais il n'est important que parce qu'il sert une cause. Sinon, vous devenez le prisonnier de l'argent. Et l'argent finit par transformer votre propre vie et à vous rendre non fréquentable. Ça, c'est le premier élément. C'est le deuxième élément. Et dès que vous avez cette philosophie, vous comprenez que vous pouvez vous donner une vision de la vie avec une image que vous êtes capable de défendre et d'assumer. Puisqu'à ce moment, vous ne définissez plus votre personnalité en fonction du regard des autres. Quand vous avez votre vision de la réussite, vous vous taillez un type de comportement qui sera en adéquation avec votre réussite. Bien entendu, je n'ai pas dit que vous ne tenez pas compte du regard des autres. Vous tenez compte du regard des autres parce que vous ne devez rien faire qui nuise aux autres.
mais vous ne devez pas être l'image de ce que les autres veulent. Peut-être c'est un peu compliqué, mais c'est être soi-même en intégrant les autres. Tant que l'intégration de ces autres ne nuise pas à votre projet, qui lui-même ne doit nuire à personne. Voilà le deuxième élément important. Alors, le troisième élément important, qu'il faut être un rassembleur. Et quand vous êtes un rassembleur, dans une sorte d'alliance stratégique comme celle que j'ai construite au PANES, vous apprenez à être au-dessus des problèmes et à comprendre les problèmes des autres. Mais vous apprenez aussi à céder sur certains points. Parce que ce qui est important pour vous ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et au départ, quand chacun est arrivé dans l'alliance, c'est parce qu'il avait son rêve à réaliser. Donc, ça crache souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui tient à se réaliser sans tenir compte des autres. Donc, vous devez apprendre à lâcher, à décaler, pour mettre en priorité l'intérêt de quelqu'un qui tient à tout prix à réaliser. Et c'est pour ça que dans le groupe, mon cousin qui m'avait retrouvé en 1995 est lui-même devenu un actionnaire. Et un autre employé, notamment celui qui gère le département formation aujourd'hui, est un actionnaire. Donc vous voyez comment nous on fonctionne à PANES. Je suis donc dans une approche aujourd'hui telle que quand je crée une activité, ceux qui travaillent avec moi dans l'activité, j'en fais également des propriétaires. C'est ainsi que Zati Construction a été construit. C'est ainsi que fonctionne ma plantation. Je ne cours pas derrière les gens en réalité. Parce qu'ils travaillent pour lui, ce n'est pas pour moi qu'ils travaillent. Il est associé à 30 à 40%. Il veille au bon grain et les choses marchent. Donc je pense que nous, les Africains, on doit comprendre que réussir seul est absolument difficile dans ce monde. Et que nous devons apprendre, tous jeunes, petits, grands hommes d'affaires, à mettre ensemble nos énergies. Parce que l'intelligence collective, c'est tout ce qui va permettre de gagner. Et ça, c'est le modèle de PANES. Dans l'école d'ailleurs, les deux universités, je suis en train d'associer 6 collaborateurs qui ont fait près de 15 ans avec nous. Je pense qu'il faut leur marquer une reconnaissance. Et comme je vois en eux des petites tendances à être patron, je veux qu'ils parviennent à réaliser ça à PANES et non d'aller réaliser hors de PANES. Ils ont déjà investi ici. On a travaillé et souffert ensemble. Je pense qu'ils méritent également qu'on partage le fruit ensemble. Donc moi, personnellement, je ne rêve pas d'une entreprise familiale. La famille peut être à l'intérieur si elle mérite. Mais en réalité, c'est une entreprise qui appartient aux Camerounais. Et je souhaite demain que ce soit tous les Africains qui partagent la même vision de faire de l'Afrique un continent qui va retrouver sa gloire de l'Antiquité, avant les années 0. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'actionnariat, votre stratégie de permettre à vos employés de devenir des patrons. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Alors, je fais ça pourquoi? Parce que un jour, je voyageais avec un grand homme d'affaires dont je vais taire le nom. On était dans un avion, un très grand homme d'affaires camerounais. Camerounais? Oui. Il est toujours vivant? Il est là. Et il me dit, Dieu donné, j'ai un seul problème, les hommes. Et ça me faisait rire. Parce que je sais qu'il a 28 entreprises, mais il n'a même pas donné 0,1% à un seul de ses employés, même ceux qui ont créé avec lui. Même si vous les payez très cher, ce n'est pas la même chose. Avoir le sentiment d'être propriétaire et patron vous permet de sécuriser votre avenir. Donc si je sécurise le mien, je pense que ceux qui ont été avec moi méritent également d'avoir un minimum de sécurité pour leur avenir. Et je lui dis, boss, décris-moi le profil du type d'employé que tu veux. Et je note, il écrit. Et après, je lui dis, bon, ok, je vais lire ça et tu vas me dire si ce n'est pas ton profil. Je lis. Et à la fin, il me dit que, à bien regarder sur mon propre profil. Et je lui dis que pour travailler pour quelqu'un, il me dit non. Je dis, mais pourquoi vous voulez que ces gens-là viennent travailler chez vous? Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je dis, non, revoyez la stratégie. Faites de ces gens-là des patrons.
Si vous prenez 3 de vos entreprises, vous décidez d'avoir 60%, vous avez la majorité, et 40%, vous partagez à tous ces gars qui se sacrifient pour vous, vous allez vous rendre compte que vous aurez signé plus qu'un acte de mariage avec eux. Ils vont signer au conseil, ils vont être capables de vous parler d'égal à égal, et en fin d'année, quand vous avez gagné, ils vont rentrer chez eux avec des dividendes, ils seront des investisseurs. Et ça va leur permettre de réaliser le 5e niveau de leurs besoins. Tout le monde a un besoin d'accomplissement de soi, ce n'est pas que de la théorie. Donc, si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais fait que mon entreprise ait même 2 à 3 000 associés. Non, ça ne me gêne pas. Ce qui est important, c'est de construire quelque chose de durable. Je ne souhaite pas que mon départ de cette terre sonne le glas de ce que j'ai créé. Je souhaite que si j'avais à revenir ici, sur cette terre, à me réincarner, j'espère que ça va exister. Je m'amuse un peu, quoi. 300 années plus tard, je souhaite voir quelque chose de grand, la grande tour, la grande multinationale, parce que je pense que les entreprises africaines ont aussi le droit de s'implanter ailleurs. On doit être offensif. Et je me bats pour ça autant dans mes propres entreprises que dans mes séminaires pour dire aux chefs d'entreprise, le monde appartient à tout le monde. Il faut comprendre les cartes, il faut lire, avoir la carte de lecture du monde et savoir les leviers sur lesquels on s'avance. Et c'est ça que nous n'avons pas encore compris. Bon, on peut se comprendre. Mais vous pensez que les chefs d'entreprise africains n'arrivent pas à prendre ce genre de décision? Pourquoi? Est-ce que ils sont trop renfermés sur eux ou alors ils sont tout simplement ignorants? Bon, je pense qu'il faut quand même définir l'Africain dans son contexte. Nous sommes à 60 voire 70% des années d'indépendance. Ça veut dire que c'est des jeunes nations qui se construisent. Même si l'Afrique a régné pendant 3000 années, même si l'Afrique est le berceau de l'humanité et le berceau de toutes les sciences, et je le dis aujourd'hui avec conviction et fierté, la civilisation tourne et je suis convaincu qu'elle reviendra en Afrique. Donc cette période de perturbation, elle est bonne parce qu'elle permet de remettre les choses en place. Elle peut même durer 100 ans, peu importe. Mais que vaut 100 ans par rapport à 4 millions d'années avant Jésus? Ce n'est qu'une petite journée, ce n'est même pas une heure, même pas une minute. Donc je vais dire en fait, ce qui manque à nos chefs d'entreprise, c'est le regard ouvert. C'est la vision du succès collectif et non la primauté à l'intérêt individuel. Mais je pense aussi qu'il peut avoir un problème de compétence. C'est-à-dire même s'ils le veulent, ils n'ont pas suffisamment d'outils pour leur permettre de gérer toute la diversité que peut receler un conseil d'administration multiforme. Je pense que c'est aussi ça le problème. Donc, les 2 principaux problèmes. Mais il faut aussi quand même dire que l'environnement, sur le plan géostratégique, n'est pas très favorable à l'Afrique. Je pense que l'entreprise africaine affronte d'autres problèmes, tels que les séquelles de la colonisation qui restent. Et les séquelles de cette colonisation impactent nos politiques économiques. Et nos politiques économiques ne sont pas donc en faveur de l'entreprise africaine. Et pourtant, vous avez réussi à imposer ce modèle dans vos activités. Mais madame, normalement dans la vie, il ne faut pas être martyr pour réussir. Quand je vous expliquais, je fais 3-4 jours au bureau. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays normal? Vous voyez, il faut être quelqu'un qui accepte de sacrifier ses plaisirs et un certain nombre de choses pour partir de 650 000 francs d'investissement pour arriver là où nous sommes arrivés. C'est beaucoup de sacrifices. C'est vrai, moi je l'ai toujours fait avec plaisir, comme je continue à le faire aujourd'hui. Et vous me demandiez tout à l'heure comment je fais avec la famille. C'est un point important. Je suis fier de ma famille et je pense que ma femme est fière de moi, mes enfants sont fiers de moi. Et ma grande famille aussi est fière de moi parce que je pense que je fais partie des piliers qui l'accompagnent. Alors, pour moi, pour la famille, immédiatement, j'ai fait une stratégie. Je me suis dit que l'idéal pour un père, pour certains, c'est d'être présent
d'accompagner les enfants, d'être leur répétiteur, les amener à l'école et tout ça. Et immédiatement, je me suis rendu compte que c'était incompatible avec mon travail et celui de ma femme, puisqu'elle travaille et elle veut travailler. Ok, je n'ai pas pu la convaincre de rester à la maison, mais son plaisir, c'est de travailler. Exactement. Donc, nous deux, on travaille. Moralité, on n'est pas là pour éduquer les enfants, les porter comme les autres le font. Donc, au lieu d'éduquer mes enfants comme étant des assistés, je les ai éduqués comme des responsables. Par exemple, je n'ai pas admis les répétiteurs chez moi, sauf pour des matières précises et pour une durée précise. Donc, je préfère que mon enfant ne soit pas premier à l'école, mais que ce soit son niveau réel et qu'il ait développé la conscience de rentrer à la maison, regarder la télé, une émission qui peut contribuer à sa construction pour une période, après s'arrêter d'elle-même, siester si elle le veut, mais après, tout simplement, se mettre aux études. Et je pense que de ce point de vue, j'ai réussi quelque chose. Wow. Parce que elles ont bien réussi à l'école en tout cas. Félicitations. Donc, chez moi, c'est la responsabilité. Dès qu'on a 10 ans chez moi, on commence à planifier les étapes de paiement de sa scolarité. Donc, c'est lui qui m'a rappelé que ma scolarité, c'est tel jour. Je l'ai fait comprendre tout simplement qu'il ne fréquente pas pour moi, il fréquente pour eux. Et que leur avenir est entre leurs mains. C'est pour ça que mes enfants peuvent évoluer indépendamment de moi. Et je souhaite qu'à l'avenir, ça continue de la sorte. Parce que mon but, c'est de fabriquer des vrais responsables, des vrais leaders de demain. Wow. Alors aujourd'hui, vous avez développé un réseau de leaders à travers l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage par rapport à ce réseau? Bien, il faut dire qu'en 2006, nous avons eu la chance d'être partenaires de Dale Carnegie Training. Dale Carnegie, c'est une firme américaine créée dans les années 1912. Donc, il y a à peu près 107 années d'existence, bien 912, 109 années d'existence aujourd'hui. 109 années d'existence. Pratiquement toutes les formations de Dale Carnegie donnent droit à des diplômes universitaires reconnus par Harvard, Stanford, c'est les meilleurs du monde. Et un jour, c'est par hasard que j'accepte de payer une formation chez Dale Carnegie. Et quand j'y arrive, je me rends compte que avec nos manières de gérer là, on ne va jamais affronter la compétition internationale. Et j'ai décidé donc de faire venir la marque ici. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a formé près de 2000 hauts dirigeants dans ce programme-là. C'est tout un parcours. Et qui aujourd'hui occupent des grands postes, ont créé des affaires. Donc, ce réseau-là, il existe. C'est pour ça que je me suis implanté en Côte d'Ivoire pour gérer toute l'Afrique de l'Ouest. Et vous voyez que c'est facile en Côte d'Ivoire. Oui. Mais en Afrique centrale, j'ai dû créer au Gabon. J'ai un partenaire en Côte d'Ivoire, au Congo. Et je ne parviens pas à trouver un partenaire au Tchad ni en Guinée équatoriale. L'Afrique centrale, vraiment, avec toute la douleur que je ressens, c'est le coin le plus avancé du monde, le moins avancé du monde, en termes d'intégration, en termes de capacité à se mettre avec les autres. Est-ce que c'est parce qu'on est un peuple de la forêt, je n'en sais rien, mais c'est une donnée qu'il faut inverser si nous voulons prétendre compétir sur le même escalier que les autres. Donc ce réseau, il existe effectivement et on est en train de le développer. Aujourd'hui, on a créé Panes Digital Center, dont le but est d'utiliser justement les réseaux sociaux et tout ce que le digital nous offre pour pouvoir davantage développer, impacter et surtout canaliser, continuer à former le plus grand nombre. Parce que si vous venez faire une formation Carnegie, vous payez 1 million. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Si vous faites une formation Panes, vous payez à peu près 350 à 600 000. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais avec Panes Digital Center, aujourd'hui, on est capable de diffuser des conférences en ligne pour le plus grand nombre. C'est vrai que ce n'est pas la même consistance, mais ça vous permet au moins d'être sensibilisé. Et quand vous tenez à aller en profondeur, vous revenez donc sur Panes maintenant
poursuivre une formation sur les outils de management et pour développer vos capacités de leadership. Et notre école, c'est également ça. Parce que notre but, c'est d'avoir un système intégré dans lequel et l'école, et le cabinet, et nos entreprises travaillent à atteindre le même objectif, contribuer à façonner vraiment les vrais leaders de demain, parce que l'Afrique en a besoin. Et on en a besoin à tous les niveaux de la société. Mon rêve aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse comprendre ça. Et que la jeunesse prenne le et vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez créé une chaîne YouTube où on peut retrouver effectivement les enseignements et toutes les informations par rapport à ce grand réseau qui est déjà en place. De telle sorte que ceux-là qui nous regardent aujourd'hui peuvent tout simplement aller sur YouTube et rechercher Leadership Development TV. Vous allez retrouver les enseignements de M. Dieudonné et également de tout son réseau de leaders. Merci beaucoup, M. Dieudonné, d'avoir accepté cette interview qui nous a vraiment édifiés. J'espère qu'on aura encore l'opportunité de vous revoir sur MC Business TV. Alors, quel est votre mot de fin? Quel est le conseil que vous donnez à tous ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes qui aimeraient devenir des millionnaires, des milliardaires comme vous? Quel est le conseil que vous leur donnez? Alors, le premier conseil que je vais donner, c'est que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est sur l'être humain. C'est sur le développement de ses compétences. L'être humain est le moteur de tout développement. Même le digital qui arrive, qui va certainement détruire des emplois, c'est un élément créé par l'être humain, donc contrôlé par l'être humain. J'en parle pas, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont prêtes à investir des centaines de millions à acheter une voiture, mais ne sont pas prêts à investir 2000 pour s'acheter un livre. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil pour ceux qui veulent investir. N'attendez pas que les autres viennent mettre des fonds dans votre entreprise alors que vous n'avez aucun rang. Si vous n'avez rien à risquer, ne demandez pas à l'autre de venir risquer pour vous. C'est la raison pour laquelle j'estime que si des jeunes start-upers veulent faire des projets, qu'ils commencent par épargner. Et la meilleure façon d'épargner, c'est d'avoir de l'ascendance sur l'argent. C'est-à-dire avoir des relations positives avec l'argent. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils ont 1000 francs dans la poche, 1 million, ils deviennent fous. Si l'argent vous pose problème, vous ne serez jamais riche. Et quand on sort de chez soi ce matin, un matin, on ne va pas chercher l'argent. L'argent, c'est la conséquence d'un service rendu, d'un sourire que je décroche chez quelqu'un. Parce que j'ai rendu un service tellement important qu'il ne voit plus le prix du service, il voit tout simplement le service rendu. Le dernier conseil que je vais dire aux jeunes, c'est l'humilité. Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. L'humilité, c'est un signe de sagesse. Et quand je vois des jeunes aujourd'hui qui créent une bonne petite entreprise, n'est pas encore né, c'est CEO, président du groupe tel, non, je leur demanderai d'être un peu d'aller doucement. Parce que le moment de la gloire viendra. On ne demande jamais à une marmite de chauffer, après on met le feu. On ne récolte pas avant de semer. Le succès vient après qu'on ait effectivement travaillé. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a que dans le dictionnaire que succès réussit bien avant le travail. Dans la vie réelle, vous bossez, vous travaillez, vous êtes humble, vous êtes endurant et le fruit de votre travail vous donne de l'argent. Et quand vous aurez effectivement travaillé et bien travaillé, vous n'aurez même plus besoin d'argent, mais l'argent va vous courir après. Oh. Merci beaucoup. Merci, madame. Et à une autre émission. Voilà, c'était avec beaucoup de plaisir.